Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle matinale de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Cette nouvelle édition sera consacrée à la notion de sortie d'addiction, qu'éclaireront et affineront pour nous aujourd'hui nos 4 invités. Tout d'abord Caroline Proté, bonjour Caroline, vous êtes docteur en sociologie et chargée d'études à l'EHDT sur l'enquête TUPSALCO. Ensuite, Isaura Rivieres, bonjour Isaura. Vous êtes également docteur en sociologie et ancienne chargée d'études à l'EHDT sur l'enquête tabatrage. Finalement, Johanna Cisternas-Tussel, docteur en sociologie et chargée d'études à l'EHDT, responsable de l'enquête Novurk. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui parmi nous Lynn Pedersen, qui est une docteure en sociologie, lectrice à l'Université de Fribourg, en Suisse. Vous êtes spécialiste de la question, vous avez notamment signé le livre sur la question qui s'appelle « Expertise et addiction, les trajectoires des sorties à l'épreuve des savoirs professionnels et expérientiels » à l'édition Armatan. Bienvenue parmi nous. Alors, la question que va se poser aujourd'hui cette édition de matinale, c'est que veut dire sortir de l'addiction au juste ? C'est à cette question que nos 4 invités vont tâcher de répondre en examinant les trajectoires de consommation, de diminution et d'arrêt des 3 produits les plus consommés en France, à savoir l'alcool, le tabac et le cannabis. Pour cela, on va croiser les observations et les résultats des 3 enquêtes sociologiques que vous avez conduites à l'EHDT, les enquêtes qui ont pour l'objectif de questionner, de décrire et de comprendre ces diverses trajectoires. Je présenterai brièvement ces 3 enquêtes. Alors, la première enquête s'appelle « L'enquête qualitative sur les trajectoires des consommations et des sorties du tabagisme », autrement dit tabatrage, menée par Isaura Rivieres, qui s'épanche sur les parcours d'anciens fumeurs. Et elle examine notamment leurs tentatives, souvent multiples, de diminution et d'arrêt du tabac. Les résultats de votre enquête ont déjà fait objet de publication dans le numéro 162 des tendances, qu'on peut consulter librement sur le site de l'EHDT. La deuxième enquête, qui se penche sur les usagers réguliers de cannabis de plus de 30 ans installés dans une consommation durable, s'appelle « Nouveau visage des usagers réguliers du cannabis », Novurk. Elle est pilotée par Johanna Cisternas-Tussel. Cette enquête étudie notamment comment ces usagers de longue date modifient néanmoins leur consommation au fil des temps, sans pour autant suspendre. Et pour en finir, il y a l'enquête qui sera présentée aujourd'hui par Caroline Proté, qui s'appelle « L'enquête trajectoire d'usage et parcours de soins, regard croisé des professionnels et des usagers d'alcool ». Elle interroge des personnes dont la consommation d'alcool a eu des conséquences négatives sur le plan somatique, psychologico-social et qui se sont engagées dans une démarche de diminution ou d'arrêt. Elle s'intéresse et décrit également les pratiques des professionnels qui accompagnent ces usagers sur cette voie. Et les résultats de votre enquête, tout comme votre enquête, Johanna, sont attendus plus tard dans l'année. Alors ces 3 enquêtes qu'on va croiser d'une certaine manière aujourd'hui décrivent des trajectoires multiples, diverses, à une temporalité variée, qui sont jalonnées par des moments d'arrêt, de diminution, mais aussi de reprise. Des trajectoires qui dépendent fortement de représentation ou des degrés d'attachement aux produits qui peuvent varier d'une personne à l'autre. Et elles font aussi émerger la singularité des 3 produits en question, en l'occurrence l'alcool, le tabac et le cannabis, en particulier dans le degré de l'emprise qu'ils peuvent avoir sur les usagers et les stratégies qu'ils adoptent pour en sortir ou en diminuer l'usage. Bienvenue à vous, mesdames. Si vous me permettez, la première question, pour qu'on puisse comprendre mieux comment vos enquêtes interrogent cette notion de la sortie, pourriez-vous nous décrire, s'il vous plaît, les objectifs de votre enquête et qui avez-vous interrogé à ces fins ? Merci beaucoup. Moi, je suis là pour vous présenter l'enquête TUPSALCO. Donc, l'objectif de l'enquête TUPSALCO, c'est de mettre en regard à la fois les pratiques des professionnels qui prennent en charge les personnes qui sont décidées à sortir de leur usage d'alcool, du point de vue des personnes qui font l'objet de ces prises en charge. Donc, d'une part, l'idée, c'est d'explorer les parcours d'usage et de consommation des personnes qui bénéficient d'un accompagnement. Et d'autre part, de décrire les pratiques des professionnels qui
qui mettent en place ces accompagnements. Alors, l'idée, c'est qu'on a travaillé sur plusieurs types de dispositifs de soins qui vont de la médecine générale jusqu'au service d'hospitalisation fermé. Alors, d'abord, on a étudié le dispositif des microstructures. Les microstructures, c'est un médecin généraliste assisté d'un psychologue et d'une assistante sociale. On a ensuite étudié l'hôpital de jour. Alors l'hôpital de jour, c'est 2 mois renouvelables avec quelques journées où les usagers viennent passer à l'hôpital pour bénéficier d'un certain nombre d'ateliers thérapeutiques et autres. Ensuite, on a étudié le dispositif d'hospitalisation temps plein qui réalise des sevrages. Alors l'idée, c'est 2 semaines de sevrage somatique. Donc en unité d'hospitalisation fermée. Enfin, les gens ont le droit de sortir, mais en tout cas, c'est l'hospitalisation temps plein. Et ensuite, on a étudié les soins de suite et de réadaptation, dits SSR, de manière plus commune, où là, c'est 6 semaines d'hospitalisation ou de séjour dans un lieu dit pour consolider l'abstinence. Alors, pourquoi est-ce qu'on a observé les pratiques professionnelles ? Eh bien, parce qu'il n'y a pas du tout de littérature scientifique sur le sujet, au-delà des recommandations de bonnes pratiques qui sont éditées par les autorités. Donc, pour mettre en place notre enquête, on est allé dans 10 structures différentes, des structures variées. Donc, on est allé dans 3 microstructures sur des territoires diversifiés, 3 cures de sevrage avec des équipes extrêmement différentes. Donc, on a des toutes petites équipes où il y a moins de 10 professionnels, moins de 10 patients accueillis et à la fois des très grosses équipes où là, il y a plus de 50 lits, plus de 50 professionnels qui interviennent. Et concernant les SSR, par exemple, on a comparé alors sur 2 SSR, un SSR qui est placé en contexte hospitalier, d'un SSR qui est placé en contexte associatif dans une grande maison bourgeoise, plutôt dans une zone rurale. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une enquête qui est qualitative, par questionnaire, compréhensif, par entretien compréhensif plutôt, c'est pas des questionnaires, le questionnaire c'est plutôt du quanti. L'idée de ces entretiens compréhensifs, c'est vraiment de dégager le sens que les consommations ont pour ces personnes et le sens de leur trajectoire. Et pour observer les pratiques professionnelles en train de se faire, on a utilisé ce qu'on appelle la méthode d'observation ethnographique, avec l'idée d'être en structure au quotidien pour voir comment les professionnels travaillent dans leur diversité des activités qui sont menées. Donc au total, on a consigné 400 observations, alors à la fois de consultations, d'ateliers thérapeutiques, de réunions d'équipe. On a fait 55 entretiens avec les professionnels qu'on a pu observer. On a fait 6 entretiens collectifs avec les équipes et de l'autre côté, on a fait 32 entretiens avec les patients, donc qui étaient accueillis dans ces structures, sachant que parmi ces 32 entretiens, on a un tiers de femmes interrogées et on a une moyenne d'âge de 48 ans. Pour les personnes qu'on a interrogées. Merci beaucoup Caroline, c'est très intéressant. Isaura, pourriez-vous nous décrire qui avez-vous interrogé vous dans le cadre de l'enquête Tabatrage ? Bien sûr. J'aimerais dire d'abord que les questions des modalités de la sortie du tabagisme et de leur diversité surtout constituent le point de départ de cette enquête Tabatrage. Grâce à la littérature scientifique, on sait déjà que les inégalités sociales de santé pèsent très fortement sur le tabagisme. C'est-à-dire que les personnes, les groupes de population en tout cas, qui sont le plus socialement et économiquement désavantagés, vont aussi être le plus en difficulté dans l'entreprise de sevrage tabagique. Et partant de ce constat, et en l'absence de données qualitatives, notre objectif principal en montant ce projet était d'enrichir les connaissances sur les parcours de consommation, mais aussi les parcours d'arrêt du tabac, en recueillant des données sur ce que nous avons appelé des carrières tabagiques. C'est-à-dire que nous avons demandé aux personnes interrogées de nous décrire le plus précisément possible à la fois les manières dont elles ont fumé, et dont elles ont arrêté, parfois plusieurs fois, tout au long de leur vie. Dans cette démarche-là, il nous semblait très important d'articuler 2 dimensions, que sont les dimensions temporelles de la sortie du tabagisme et aussi les dimensions structurelles. Je m'explique. On sait que les motivations à fumer des personnes et leur rapport au produit qu'est le tabac vont évoluer tout au long de leur trajectoire. Elles évoluent à la fois en termes de goût, de représentation ou de niveau d'information sur le produit par exemple.
Leurs tentatives d'arrêt successives vont également influer sur leur perception et sur la manière dont ils vont continuer à fumer. En outre, il nous fallait aussi resituer les personnes interrogées dans un ensemble de rapports sociaux dans lesquels ils s'insèrent, à la fois au regard de leur âge, de leur genre, de leur statut d'emploi ou de leur lieu de vie par exemple. C'est pourquoi Tabatrage est une enquête qu'on appelle qualitative, qui s'appuie sur des entretiens biographiques, c'est-à-dire que ce sont des témoignages individuels longs, d'1 heure environ, 1h15, parfois plus, qui ont été réalisés en face à face dès que c'était possible, en présentiel, le plus souvent via visioconférence ou par téléphone dans quelques cas. Au cours de la période 2022-2024, qui est la période de l'enquête, nous avons interrogé 70 personnes, 46 femmes et 24 hommes, qui étaient âgés de 20 à 67 ans, l'âge médian se situant autour de 33,5 ans. Ces personnes-là, elles se définissaient majoritairement comme des anciens fumeurs et pour quelques-unes comme étant dans une phase de réduction de leur consommation tabagique. Cette idée-là de se définir comme ex-fumeur est très importante. En effet, nous étions moins intéressés par le fait de n'avoir que des fumeurs abstinents des anciens fumeurs abstinents dans notre échantillon, que de savoir quelle était la diversité des définitions de l'arrêt que ces personnes pouvaient exprimer. Leur ancienneté dans l'arrêt, au moment où on les a interrogés, se situait entre quelques semaines et 2 ans, ceci afin d'éviter des biais temporels, des biais de mémoire. Notre échantillon, et on est très content de cela, il présente une belle diversité, notamment en termes de statut d'emploi et de lieu de résidence. En effet, environ la moitié des enquêtés étaient salariés, mais nous avons une douzaine de travailleurs indépendants, une quinzaine d'étudiants et plusieurs personnes qui étaient sans emploi, soit au chômage, soit à la retraite. Ces personnes-là résidaient majoritairement en Île-de-France, mais une dizaine de régions de France hexagonale sont aussi représentées. Pour les recruter, nous avons procédé par vagues. Dans un premier temps, nous avons communiqué via les réseaux sociaux de l'OFDT et de ses partenaires, avec notamment une communication qui a eu de l'importance sur le groupe Facebook d'autosupport Je ne fume plus. En parallèle, nous avons aussi procédé par boule de neige, c'est-à-dire que nous avons demandé aux personnes interrogées de parler de l'enquête à leur entourage et de nous ramener de ce fait de nouveaux enquêtés. Et puis dans un second temps, au début de l'année 2023, nous avons co-construit avec Santé publique France une campagne de communication ciblée qui a été diffusée sur l'application mobile Tabac Info Service. Merci beaucoup Isaura. Et maintenant, j'aimerais passer la parole à Johanna parce que votre enquête s'intéresse à un cas bien particulier. Les usagers qui sont installés dans une consommation du cannabis de longue durée. Qui avez-vous interrogé à ces fins ? Voilà, merci. Donc le projet Novurk, lui, il avait pour objectif d'affiner un peu les connaissances qu'on a à propos des usagers, comme vous l'avez dit, des usagers et usagères réguliers de cannabis de plus de 30 ans. Le cannabis, je rappelle, qui est le produit stupéfiant le plus consommé en France. Donc cette enquête naît un peu de la nécessité de mieux comprendre les résultats des enquêtes quantitatives que nous avons depuis un certain nombre d'années et que confirment les dernières enquêtes de l'OFDT, l'enquête Europe, et qui montre une double tendance, une féminisation, mais aussi et surtout un vieillissement de la population des usagers de cannabis. Donc, le projet Novurk, l'enquête Novurk, qui est aussi une enquête sociologique qualitative, comme celle qu'on présente aujourd'hui, qui se propose donc de documenter et de comprendre les trajectoires de vie, les carrières de consommation, les modes de vie de ces personnes qui sont installées dans une consommation régulière de cannabis. Ça veut dire plusieurs fois par mois, même pour la plupart d'entre eux qui consomment de façon quotidienne.
Donc l'idée aussi était d'identifier, enfin c'est le but de l'enquête, d'identifier, d'interroger les différences qu'il peut y avoir entre milieux sociaux, entre milieux de vie, entre hommes et femmes, entre générations par exemple. Donc pour ce faire, un peu comme pour mes collègues, nous avons mené des entretiens semi-directifs, des entretiens très qualitatifs, de longue durée, une moyenne d'1h40 pour l'enquête Neuwirk, aussi menée en face à face, la plupart du temps, avec donc 36 hommes et 16 femmes d'entre 29 et 72 ans. Voilà. Nous avons recruté ces personnes de 4 façons, au travers les réseaux sociaux, donc en faisant des appels à témoins, par le dispositif Train de l'OFDT qui interroge des populations particulièrement consommatrices de drogue en général, un peu par le bouche-oreille et par cette fameuse méthode de boule de neige qu'on a aussi appliquée pour l'enquête Neuwirk. L'échantillon, et nous en sommes aussi assez contents et assez divers, fort hétérogènes, à la fois sur les milieux sociaux d'origine, les catégories socioprofessionnelles représentées. On a des cas, des ouvriers, des professions intermédiaires, enfin bref, personnes sans emploi, etc. À la fois sur les milieux de vie, nous avons des populations urbaines, périurbaines, rurales. On s'est déplacé partout en France. Mais aussi, en ce qui concerne la consommation en elle-même, nous avons des quantités consommées, des fréquences de consommation, des contextes d'usage, motivations d'usage qui diffèrent beaucoup selon les personnes, et un rapport aux autres produits aussi qui est assez différent. Pour faire vite, le décrire très rapidement, il va y avoir ces personnes pour qui le cannabis est le produit principal, essentiellement. Ils fument peut-être un peu de tabac, pas toujours. Et l'alcool est résiduel, ils n'en consomment pas ou très peu. Il y a pour ces personnes pour qui il y aura ces 3 produits, tabac, cannabis, alcool, de façon plus ou moins modérée. Pour l'ensemble des personnes interviewées, la plupart d'entre eux, ils ont expérimenté les autres produits. Et pour une partie d'entre eux, ils ont pu avoir des épisodes, des périodes où ils avaient des consommations problématiques, soit d'alcool, soit de cocaïne majoritairement. Donc un dernier élément avant de terminer très rapide, c'est que contrairement aux 2 autres enquêtes, le critère de sélection n'incluait pas, l'enquête n'était pas pensée pour s'intéresser à des personnes qui étaient en démarche ou en processus de sortie de l'addiction. Et pourtant, la question de la sortie, elle s'est posée et elle se pose pour une grande partie de ces personnes, ce qui peut être lu comme un résultat en soi. Voilà, merci beaucoup Johanna. J'aimerais bien qu'on puisse rebondir là-dessus précisément. Une fois qu'on a compris vos enquêtes et comment elles se complètent, j'aimerais vous poser la question sur les résultats, sur vos observations. Est-ce qu'à votre sens et au vu de ce que vous avez trouvé, le terme de sortie reste toujours adapté à la plupart des situations? Et j'aimerais passer la parole peut-être à Caroline de nouveau, s'il vous plaît. Alors, juste un petit mot d'abord pour revenir sur l'intérêt de la démarche de sociologie compréhensive. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'idée quand on fait de la sociologie compréhensive, c'est vraiment de saisir la complexité des expériences individuelles. Et donc finalement, ça revient à interroger quel sens la question de la sortie prend pour les personnes. Qu'est-ce que sortir? Est-ce que c'est ne plus consommer? Est-ce que c'est réduire sa consommation? Sortir de quoi? Est-ce que c'est sortir de l'usage d'un produit? Est-ce que c'est sortir de la dépendance? Donc ça, c'est la première chose qui est importante, parce que l'idée vraiment dans le cadre d'une approche sociologique, ça va être de reconstruire des parcours de consommation. Ça va être ensuite de questionner le sens de la consommation pour la personne, d'établir des régularités, bien sûr, et rendre compte de la chair vraiment des expériences individuelles et de ce sens que les personnes donnent à la fois à leur trajectoire et également à leur consommation. Et donc, si vous voulez, l'idée, c'est qu'on ne prend pas l'usage comme un comportement et la sortie d'un coup, c'est un comportement qui
qui fait qu'on ne consomme plus. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est qu'on va rendre compte d'une expérience sociale spécifique, d'un rapport spécifique au produit, d'un lien qu'on a avec le produit dans un contexte social particulier. Et donc, c'est véritablement ça que permet de faire l'approche sociologique. Et donc, l'idée, c'est vraiment de penser, si vous voulez, le changement dans les consommations comme une modification à la fois du mode de vie, des contextes dans lesquels on évolue, du rapport qu'on a aux produits dans ces contextes, mais également de l'image de soi qu'on a par rapport à cette consommation et de la manière dont on va construire son identité. Et donc l'idée, c'est qu'on va véritablement aborder la sortie comme une modification de l'expérience sociale et individuelle qu'on a par rapport aux produits. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire et qu'apporte la sociologie qualitative. Alors, sur la question de la sortie par rapport à l'alcool, ou en tout cas par rapport aux personnes qui sont en grande difficulté avec l'alcool, parce que c'est celles-ci qu'on a interrogées, hein. C'est des personnes qui sont dans les dispositifs pour sortir ou bien diminuer, etc. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a très peu de personnes qui sortent définitivement de l'usage. Et donc finalement, dans un premier temps, ça nous permet véritablement de remettre en question la conception un peu idéalisée qu'on a de la sortie, avec l'idée qu'on aurait une trajectoire comme ça linéaire, où on serait complètement dépassé par un produit, et puis ensuite un événement qui fait que hop, on bifurque et on sort de la consommation. Alors c'est pas du tout ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est bien plutôt des trajectoires sinusoïdales où en fait la distance qu'on va avoir avec un produit évolue tout au cours de la vie et tout au cours de cette trajectoire. Et en fait, au-delà du terme de sortie, ce qui fait beaucoup plus sens pour nous, c'est la notion d'emprise et de déprise du produit, et que finalement, les personnes, elles vont présenter des moments du parcours, des moments de leur trajectoire, où vraiment ils ont le sentiment d'être sous l'emprise du produit, avec vraiment l'idée de dépendance qu'ils verbalisent eux-mêmes, hein, donc, et qui se traduit par la verbalisation d'idées obsédantes, d'envies irrépressibles, vraiment d'une vie, je vais y revenir plus tard, mais qui est complètement orientée autour du produit, donc ces moments d'emprise, et à la fois des moments de déprise par rapport au produit, on s'éloigne un peu du produit, et où finalement la consommation devient enracinée en certains contextes, qui peuvent être des contextes conviviaux, festifs, etc. Et donc du coup, on a des trajectoires qui évoluent entre ces différents moments. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, nous, ce qu'on voit, c'est pas des moments de bifurcation comme ça de la trajectoire d'usage, mais les usagers évoquent plutôt des moments de glissement, alors qui peuvent être provoqués effectivement par un événement de vie, mais où d'un coup, la trajectoire, elle glisse progressivement, le produit prend de plus en plus de place et le produit prend d'autres fonctions qu'il ne prenait pas nécessairement avant dans la vie des personnes. Donc je m'explique, par exemple, quand l'usage est contextualisé, c'est l'idée de se désinhiber, c'est lié à du plaisir, c'est lié à la convivialité, etc. Donc la motivation plaisir est en général assez dominante. Motivation plaisir et désinhibition. Et quand on a des moments de vie comme ça qui provoquent de la souffrance, on a la motivation autothérapeutique, enfin on va y revenir aussi, qui vient prédominer. Et vraiment l'idée, c'est l'anesthésie des sentiments, c'est l'oubli des soucis, le fait de pouvoir se calmer, etc. Et donc ces moments de vie, de glissement, on a justement ces fonctions qui évoluent dans la prise de produit et qui vont ensuite, où la personne va vraiment glisser dans une situation d'emprise. Sachant, juste pour finir, que c'est des fonctions qui sont prises par les produits, enfin c'est des choses qui ont été décrites sur plein d'autres produits, hein, y compris le cannabis, on va y revenir, le tabac aussi, mais également sur la cocaïne, le crack, l'héroïne. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas propres à l'alcool. C'est juste, voilà. Merci beaucoup, Caroline. Isaura, votre enquête a quand même porté sur la sortie du tabagisme. Donc, est-ce que pour vous, quand même, le concept d'une sortie de l'addiction reste quand même pertinent ? Alors, je vais vous répondre en quelques minutes. De la même manière que pour mes collègues, l'approche de tabatrage est une approche compréhensive. C'est-à-dire que nous avons systématiquement interrogé les personnes et nous leur avons demandé qu'est-ce que signifiait pour eux le fait d'arrêter de fumer, en leur demandant tout simplement que représente pour vous le fait d'arrêter de fumer du tabac. En fin d'entretien, on leur demandait aussi est-ce qu'ils se considéraient désormais comme non-fumeurs.
Et s'agissant de ce dernier point, il n'y a pas vraiment de consensus qui se dégage, si ce n'est l'idée qu'il faut être prudent à se considérer comme totalement dépris de cette addiction tabagique. Certains considéraient que l'addiction au tabac était irréversible et qu'ils allaient consommer de nouveau occasionnellement, et d'autres espéraient ne plus jamais toucher à une cigarette de leur vie. C'est pourquoi il nous semble important de replacer l'étude des sorties dans le continuum des carrières tabagiques. Au fil de leur consommation, les enquêtés, ils ont composé avec une multitude de points de vue sur leur manière de fumer d'une part, mais aussi sur leurs différentes tentatives de sevrage. Ils ont dû composer donc avec le point de vue de leur entourage, amical, familial, professionnel, parfois avec le point de vue des professionnels de santé qu'ils ont consultés pour cette raison ou pas, et aussi avec le point de vue des pouvoirs publics, puisqu'ils sont de manière indirecte soumis à des campagnes de prévention du tabagisme. Et donc sortir d'une consommation quotidienne de tabac a représenté pour eux une démarche que j'aimerais qualifier de chronique, ou qui présente une forme de chronicité, parce que sur nos 70 enquêtés, la moitié, 34 personnes exactement, comptaient plus de 2 périodes d'arrêt entre le moment où ils ont commencé à fumer et le moment de l'entretien. Ils ont donc alterné, comme on le disait au début de cet entretien, entre des périodes de consommation, des périodes d'arrêt partiel ou total et des reprises tabagiques. Leurs observations sur les difficultés qu'ils ont rencontrées au cours de cette démarche d'arrêt et les contextes sociaux de leur usage ont participé à redéfinir leurs objectifs vis-à-vis de la sortie. Il est aussi important de noter, et c'est quelque chose que mes collègues ont observé également, il me semble, que les représentations de l'arrêt ne recouvrent pas toujours des pratiques effectives d'abstinence. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer cette idée. On a d'abord des personnes qui pouvaient se définir comme non-fumeuses et ne pas considérer que le tabac qu'ils utilisaient mélangé au cannabis des joints qu'ils pouvaient consommer occasionnellement constituait une consommation effective de tabac. Dans le même sens, il y a des personnes qui se considéraient toujours comme non-fumeuses, mais qui fumaient occasionnellement ou régulièrement des cigarillos, ou qui pouvaient fumer dans certains contextes, comme dans le cadre de fêtes, par exemple, et qui ne considéraient pas ces reprises comme la fin de leur arrêt. Dans le sens inverse, malgré une abstinence stricte, certaines personnes refusaient de se définir comme non-fumeurs et ont utilisé plusieurs termes pour se qualifier. Par exemple, le fait d'être fumeur repenti ou d'être un non-fumeur toujours addict au tabac. Il me semble donc qu'on peut distinguer 3 éléments derrière ce terme de sortie. D'abord, on a les représentations que se font les personnes de la sortie ou de l'arrêt. Ensuite, on a les dispositifs de sortie, c'est-à-dire les stratégies que les personnes vont mettre en œuvre pour pouvoir se rapprocher et atteindre l'arrêt. Et enfin, on a les pratiques objectivées des personnes. Ces pratiques vont comprendre ou recouvrir tout ce que les gens ne considèrent pas nécessairement comme des consommations significatives. En rappelant cela, on pose une définition de la sortie qui est nuancée en tant que processus situé, multidimensionnel et non linéaire. Il me semble que c'est cette définition-là de la sortie, qui n'est pas tout à fait nouvelle, que l'on peut défendre lorsque l'on étudie les consommations de produits avec une approche de sciences sociales. Merci beaucoup Isaura. Johanna, vous qui n'avez pas du tout questionné la sortie, mais finalement... Mais finalement, je pense que l'enquête Novurk, elle répond ou elle apporte un certain nombre d'éclairages aussi sur cette question de sortie. Moi, j'ai envie de retenir 3 idées. Voilà. La première est l'idée que les carrières de consommation des usagers de cannabis, comme pour les autres produits, elles sont faites de beaucoup de changements.
Voilà, les quantités consommées, les fréquences, les contextes d'usage, mais les effets recherchés et ressentis varient dans le temps, au rythme souvent de changements biographiques, mise en couple, rencontre amoureuse ou amicale, évolution professionnelle, familiale, etc. etc. Voilà, donc la notion de sortie, si elle se limite à cette notion, à cette idée de chemin vers l'abstinence, en quelque sorte, elle vient nous masquer toutes ces variations qui sont finalement omniprésentes dans la carrière des usagers, variations qui répondent à certains égards à une volonté soit de réduire les risques associés à la consommation ici de cannabis, soit à une quelque sorte de remise en question de sa propre consommation et qui peuvent représenter, qui peuvent être des petits tests, des petites expériences d'auto-évaluation du rapport que l'on a au produit et de sa propre capacité à s'en détacher. Donc en ce sens, il faut sans doute les penser comme prenant partie de cette sortie toujours au sens large. Deuxième idée, la notion de sortie, si elle ne considère qu'un produit à la fois, elle nous empêche, enfin, elle nous donne une vision très partielle de ce qui se passe dans la vie d'un individu. Voilà, nous le voyons pour les usagères de cannabis qui diminuent, qui arrêtent temporairement le cannabis. Ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir un effet d'augmentation de la consommation d'un autre produit. Voilà, des exemples concrets. On voit une corrélation très évidente entre cannabis et tabac. Je diminue ma consommation de cannabis, mais en compensation, je vais fumer beaucoup de tabac. Nous le voyons parfois avec l'alcool. Des personnes qui se retrouvent dans des situations qui, pour un contexte ou un autre, ils peuvent pas consommer du cannabis. Ils sont en voyage, ils n'arrivent pas à s'approvisionner, enfin peu importe. Et du coup, il va y avoir un effet de compensation. Ils vont consommer plus d'alcool, parfois y compris dès le matin. Voilà, ça, on le voit bien aussi avec le CBD, qui est cette substance naturellement présente dans le cannabis, qui n'est pas qualifiée comme stupéfiant et dont la vente est légale, qui va parfois venir en alternative au cannabis. Donc, ce qu'on voit un peu généralement, c'est qu'il y a souvent ces effets de transfert entre un produit et l'autre. Inversement, et ça me semble une donnée intéressante à soulever, ce qu'on voit, c'est que le cannabis, il peut avoir un rôle important, voire très important, lorsque des usagers polyconsommateurs, et je veux dire par là qui consomment du tabac, de l'alcool, du cannabis, et la plupart du temps d'autres produits, décident d'en arrêter un qui pose problème. Voilà, et c'est souvent l'alcool ou la cocaïne. Voilà, ce qu'on voit bien, c'est que le cannabis, il va, dans ce contexte-là, être perçu comme un moindre mal, même comme un produit qui fait du bien. Voilà, en tout cas comme un outil qui nous permet de sortir de notre addiction. Voilà, ça c'était la deuxième idée. La troisième idée, c'est que dans ces carrières de ces usagères de polyconsommateurs, on voit très souvent que le cannabis est le produit qui reste, même devant le tabac. Et ça, je trouve, c'est intéressant. Il y a deux raisons qui expliquent cela, enfin, ou deux raisons principales. La première, c'est ce que je disais, c'est que le cannabis, il peut être perçu ou pensé comme un outil qui nous aide à se sauver d'autres produits. C'est aussi un produit que l'on considère pouvoir consommer de façon plus modérée, ou en tout cas qui interfère moins dans les autres sphères de la vie sociale de l'individu. Et là, je compare, les usagers comparent surtout à l'alcool et à la cocaïne, qui sont perçus comme des produits bien plus destructeurs. La deuxième raison, elle est de l'ordre des représentations. Le cannabis est perçu comme un produit qui est moins dangereux pour la santé, surtout notamment en rapport au tabac et à l'alcool. Merci beaucoup, Johanna. On voit bien la complémentarité et certaines divergences entre vos trois enquêtes. Et j'aimerais justement poser la question sur probablement la spécificité et la singularité des trois produits qui sont consommés par les gens que vous avez interrogés. Donc, en croisant vos regards, y a-t-il des spécificités liées aux trois produits concernés, à savoir l'alcool, le tabac et le cannabis? Et pouvez-vous peut-être nous donner quelques points saillants de vos enquêtes? Oui, alors, tout d'abord, je vais quand même situer les personnes qu'on a interrogées, parce que du coup, la spécificité que je vais mettre en évidence correspond vraiment au profil aussi de personnes qu'on a interrogées.
Donc, je l'ai déjà dit, mais c'est des personnes qui s'estiment en grande difficulté avec le produit et qui sont donc dans des dispositifs de prise en charge pour essayer... alors, gardons la notion de sortie, on voit bien qu'elle recouvre plein de situations différentes. Donc, voilà. Et donc, si vous voulez... La première question que ça pose, c'est les usagers qu'il n'y a pas dans les dispositifs, qui sont-ils ? Alors, il y a 3 hypothèses à ça. C'est soit des usagers qui contrôlent leur consommation, comme on pourrait dire, soit des usagers qui ne contrôlent pas, mais qui ne se pensent pas comme ayant un problème, entre guillemets, avec l'alcool, soit des personnes qui peuvent considérer qu'ils ont un problème avec l'alcool, mais qui s'en sortent sans les dispositifs. Et ça, c'est quand même un point extrêmement important, parce qu'il y a tout un ensemble de travaux sur la sociologie des drogues qui montrent qu'il y a un certain nombre d'usagers qui s'en sortent sans le recours aux dispositifs et qui sont des profils assez spécifiques. Donc il y a une enquête historique qui a été faite sur le retour des GI de la guerre du Vietnam et qui montre que les 2/3 des personnes se sont sorties de consommation problématique sans les dispositifs. Alors ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand il y a une modification des modes de vie, des contextes de consommation, du rapport à l'identité, parce que c'est bien ça qui se passe quand on rentre de la guerre aussi, il peut y avoir des transformations dans les usages et donc de fait des transformations qui ne s'appuient pas sur des dispositifs pour sortir de ces consommations. Donc si vous voulez, ce que je vais vous dire là, d'une certaine manière, il y a une forme de biais dans le sens où ça concerne des personnes qui estiment être en grande difficulté avec l'alcool. Alors, pour ces personnes, ce qu'on se rend compte, c'est que ce qu'on peut qualifier, c'est que c'est des gens qui ont ce que Castel et Fernandez ont appelé une expérience totale du produit. C'est-à-dire c'est des gens qui sont sous l'emprise d'un produit et dont la biographie est complètement centrée autour de l'usage et de l'obtention du produit. Alors, dans la vie sociale, en général, on a plusieurs, alors ce que les sociologues peuvent appeler, c'est pas uniquement le seul terme, mais des lignes biographiques, c'est-à-dire je suis à la fois, je travaille à l'OFDT, je suis mère de famille et je suis usager de drogue, et que dans la situation d'emprise, la ligne biographique d'usager de drogue prend toute la place, au défaut des autres. C'est-à-dire qu'on a des personnes, effectivement, et c'est l'idée vraiment de la centration complète de l'existence autour du produit, et qu'il y a cette ligne biographique d'usager qui devient dominante, en fait, dans l'identité et dans la biographie des personnes. Donc c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est des gens qui vraiment ont des idées obsédantes, l'ensemble de leurs déplacements sont guidés par l'obtention du produit, et tout ça engendre un rapport extrêmement dégradé de l'image de soi, un mépris de soi extrêmement important. Il y a beaucoup d'usagers qui parlent d'autodestruction, alors qui parlent de honte, l'idée qu'ils sont un poids pour les autres, qu'ils détruisent les autres, etc. Donc vraiment un mépris de soi extrêmement ancré et extrêmement important, avec un sentiment d'inutilité aussi. Et ça, c'est typiquement à la fois cette notion de centration de l'existence autour du produit et cette image profondément dégradée de soi. C'est des éléments qu'on a bien mis en évidence également dans la consommation de produits comme le crack ou comme l'héroïne. Donc ça, c'est un point important. La deuxième chose que je voulais aborder par rapport à la spécificité de l'alcool, c'est la question de la banalisation du produit dans la société. Alors ça peut rejoindre aussi le tabac, mais en tout cas pour l'alcool, il y a vraiment... on voit que l'alcool, c'est quelque chose qui est social, qui est valorisé socialement, et on a un accès qui est extrêmement important aux produits. Alors cette banalisation dans la société, qu'est-ce que ça engendre ? Ça engendre d'abord une auto-stigmatisation qui est extrêmement forte. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est quand on est usager intensif d'alcool, bien souvent, le consommateur modéré, contrôlé, peut renvoyer l'image de quelqu'un de faible, de la faiblesse morale, voire une suspicion morale, et que à la fois, quand on essaye d'arrêter, souvent on est perçu comme quelqu'un de chiant, entre guillemets, on perd en sociabilité, les gens, aiment nous côtoyer, mais en même temps, en soirée, ils trouvent qu'on est quand même beaucoup moins rigolo. Et donc, finalement, les gens, ils intègrent cette stigmatisation sociale avec une image qui évolue entre celle du faible et de la personne chiante, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est très présent, notamment dans les groupes de parole qu'on a pu observer.
Et la dernière chose qui est liée à la question de la banalisation du produit, c'est un accès extrêmement important au produit. C'est une exposition permanente au produit et qui est vécue comme une difficulté extrêmement importante pour les usagers qui souhaitent s'inscrire dans une trajectoire de sortie. Donc ce qu'ils expliquent, c'est que effectivement, par rapport aux produits qui ne sont pas autorisés, ils n'ont pas appelé le dealer pour obtenir du produit, ils ont juste à descendre à la supérette en bas qui est ouverte jour et nuit et qui contient quand même une quantité d'alcool impressionnante. Ils sont exposés à l'alcool pendant les dîners et donc cette exposition, cette surexposition aux produits motive bien souvent le recours au sevrage. Et donc vraiment l'idée qu'à un moment donné, on cherche un lieu de soins fermé qui va nous isoler de cette exposition permanente aux produits. Merci beaucoup Caroline. Isaura, quelle est la spécificité du tabac ou de personnes qui ont arrêté le tabac ? Les représentations sociales sur le tabac, elles sont extrêmement ambivalentes. En France, c'est un produit dont la consommation a été dénormalisée depuis le début des années 2000, c'est-à-dire que ce produit a fait l'objet de politiques de régulation qui avaient pour objectif de débanaliser sa consommation et de la contrôler, par exemple par la taxation des produits du tabac ou bien par la mise en œuvre de programmes de lutte contre le tabagisme. Toutefois, et comme ma collègue Caroline l'a très bien dit, le tabac revêt, comme l'alcool, un rôle social qui est très fort. Et on retrouve ce paradoxe-là et cette ambivalence dans le discours des enquêtés de l'enquête tabatrage. Pour la majorité d'entre eux, le tabac représente un produit dont ils se sont lassés, qu'ils n'ont plus tout à fait envie de consommer, mais qu'ils ont pourtant besoin de fumer régulièrement. Fumer, ça leur est utile pour pouvoir nouer des liens avec leurs camarades ou avec leurs collègues. Ça leur est utile pour faire face au stress et bien sûr pour accompagner un ensemble d'activités du quotidien, ce qui a déjà été très bien documenté par d'autres enquêtes en santé publique ou en sociologie. Pour illustrer cette idée-là, cette ambivalence, j'ai envie d'évoquer deux sous-groupes de notre échantillon tabatrage, que sont les étudiants et les personnes qui sont affectées par un trouble psychiatrique. Dans l'enquête, les étudiants sont ceux qui présentent probablement le rapport le plus ambivalent à la sortie du tabagisme. Je peux rappeler que les derniers résultats de l'enquête Escapade de l'OFDT montrent que les niveaux d'usage quotidien du tabac sont en forte baisse à la fin de l'adolescence. Les données du baromètre de Santé publique France montrent aussi que les jeunes adultes constituent la classe d'âge qui essaie le plus souvent d'arrêter. Ils ont été 42,6% à avoir tenté d'arrêter au moins une semaine en 2021. Dans Tabatrage, les discours des 14 étudiants que nous avons interrogés montrent qu'ils ont acquis très tôt un très bon niveau de connaissance sur les effets nocifs du tabac sur la santé. Ils connaissent aussi très bien les dispositifs d'aide au sevrage qui existent et ils ont en plus de cela des représentations particulièrement négatives des adultes fumeurs. Ils associent les adultes fumeurs à un vieillissement plus rapide, par exemple. Et pourtant, malgré cela, malgré ces connaissances et malgré ces représentations, ils sont quand même rentrés dans une consommation quotidienne de tabac. Leur carrière tabagique, elle débute autour de 14 ans et elles sont marquées par des décisions d'arrêt qui sont fréquentes mais qui sont aussi très instables. Leur niveau de consommation connaît des pics et des phases de réduction qui sont régulières. Et ce que nous avons analysé, c'est qu'à cette période de leur vie, la cigarette constitue toujours un outil très puissant pour intégrer les différents groupes de pairs auxquels ils souhaitent s'affilier, que ce soit le couple par exemple, des groupes de pairs dans un contexte scolaire ou universitaire, ou bien dans le cadre de leurs loisirs.
Les ajustements de posture qu'ils doivent réaliser pour pouvoir s'intégrer à ces différents groupes et créer de nouvelles affinités, elles peuvent tout à fait s'appuyer sur le tabac. Les étudiants hiérarchisent aussi cette consommation de tabac comme moins grave que celle de consommation d'alcool, par exemple, qui, elle, va affecter leurs résultats scolaires, par exemple, ou bien va inquiéter de manière plus importante leurs parents. Maintenant, pour nos 12 enquêtés qui présentent un trouble psychiatrique, le fait que l'addiction tabagique soit considérée comme secondaire dans leur suivi de santé mentale a posé un problème. Tous ces enquêtés avaient été diagnostiqués par un médecin pour ces troubles psy qui sont par exemple la bipolarité, des troubles anxieux, de la dépression, des troubles du comportement alimentaire, des troubles de l'attention pour certains. Et ces personnes ont témoigné de difficultés accentuées pour mettre en œuvre un suivi de sevrage tabagique et puis pour se maintenir dans leur arrêt. Elles ont attribué certaines de leurs difficultés à des caractéristiques intrinsèques de leur pathologie. Par exemple, elles craignaient de réactiver des troubles du comportement alimentaire en cas de craving, ou il leur semblait complexe d'ajuster leurs médicaments psychotropes à des arrêts ou à des reprises tabagiques. Mais elles ont aussi témoigné, plus souvent que les autres, d'un environnement social qui était peu soutenant vis-à-vis de leur arrêt, c'est-à-dire qu'elles ont entendu de la part de leur entourage des remarques fatalistes sur leur reprise tabagique, sur le fait qu'elles allaient échouer à se maintenir dans l'arrêt. Et ce que j'aimerais souligner, et ça me semble particulièrement important, c'est que lorsqu'elles étaient suivies, elles ont eu aussi plus de mal à se voir proposer un dispositif d'aide à l'arrêt par leurs médecins, par les professionnels de santé qui les accompagnaient pour le suivi en santé mentale, alors qu'elles avaient parfois déjà développé des affections ou des pathologies qui étaient liées à leur consommation de tabac. Merci beaucoup Isaura. Johanna? Oui, alors peut-être un résultat saillant de l'enquête Neuwirth est que plus de la moitié des usagers interviewés invoquent des raisons d'usage dites thérapeutiques ou autothérapeutiques. Voilà, cela concerne 12 femmes sur 16, 75% des femmes interviewées invoquent ces raisons thérapeutiques pour consommer du cannabis, et cela concerne 17 hommes sur 36, qui est un peu moins de la moitié. Il y a ici déjà très probablement un effet de genre. Petite précision, puisque ce terme d'usage thérapeutique, il fait débat et il peut poser problème, il y a plusieurs définitions possibles. Donc, je vais le dire autrement et très simplement. Parmi les 52 personnes que nous avons interviewées dans l'enquête Neuwirth, il y en a presque une trentaine qui trouvent que le cannabis vient apaiser, voire soulager des symptômes assez divers, tels que des douleurs musculaires, des douleurs dentaires, des migraines pour une toute petite partie d'entre eux, et plus largement des angoisses, du stress, de l'hyperactivité, de l'insomnie, voilà. Qui sont ces usagers ? Ce sont des hommes et des femmes de tous les âges, qui sont donc, comme je viens de le dire, la plupart du temps qui souffrent d'un problème de santé mentale diagnostiqué par un professionnel de santé. Ces problèmes s'accompagnent la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, par des parcours de vie difficiles, par des épisodes plutôt traumatiques vécus pendant l'enfance, ou des situations de travail, des difficultés liées au travail, surcharge de travail, conditions difficiles, dures, précarité de l'emploi, pour faire vite. Voilà, ces usagers, ils ont des niveaux de consommation qui sont relativement hauts et qui peuvent aller pour certains cas 10 grammes de cannabis par jour, certains cas, pas tous, et qui sont parfois, pas toujours évidemment, mais parfois associés à des niveaux de consommation d'alcool relativement importants. Voilà, le cannabis est présenté de façon unanime
par ces usagers-là comme une béquille, comme un coton, un outil pour faire face au monde. Et ça me semble une donnée importante. Au moins la moitié de ces usagers, deuxième donnée qui me semble à soulever, ont pris au cours de leur vie des traitements, des médicaments psychotropes, donc prescrits dans le cadre des traitements de leur pathologie. Et les expériences, encore une fois, elles sont relativement convergentes, c'est-à-dire que la plupart évoquent, décrivent des effets lourds, voire néfastes pour certains de ces produits sur eux. Je cite, j'étais anéanti, je suis devenu un légume, ça me défonçait. Ce sont des expressions très très courantes dans leur récit. Voilà. Donc, au même titre que ces polyconsommateurs que j'évoquais tout à l'heure, pour qui il y a eu à un moment donné alcoolodépendance, pour qui il y a eu usage problématique de la cocaïne, pour ces usagers, le cannabis est devenu à un moment donné un outil pour se sevrer des médicaments psychotropes, qui sont essentiellement des antidépresseurs et des anxiolytiques, et une solution pour continuer leur vie. Donc, très rapidement, si ces usagers questionnent et mesurent les risques associés à leur consommation de cannabis, et surtout en lien avec la combustion, donc surtout des risques sur le plan respiratoire et du risque accru de souffrir d'un cancer, c'est surtout ça ce qui est identifié comme risque. Ils ne voient pas, ils ne pensent pas que ce soit possible d'arrêter la consommation de cannabis, en tout cas pas sans qu'il y ait des changements connexes dans leur vie. Donc au regard de leur parcours de vie, au regard aussi des expériences qu'ils ont eues avec d'autres produits et avec ces médicaments psychotropes, le cannabis est un choix rationnel pour ces usagers et davantage vécu comme une solution que comme un problème. Et on a bien là peut-être, toujours à dire avec prudence, mais peut-être une spécificité de ce produit. Merci Johanna, merci à vous trois d'avoir présenté ces enquêtes extrêmement intéressantes et surtout les résultats. Et j'aimerais passer la parole à Lynn Pedersen, docteur en sociologie et lectrice à l'université de Fribourg. Vous qui vous intéressez à cette question depuis longtemps déjà, quel est votre regard sur ces 3 enquêtes et les résultats de ces enquêtes ? Merci de m'avoir invité à venir discuter ces résultats très intéressants de vos enquêtes et qui sont d'une telle richesse que j'ai essayé de choisir quelques éléments en effet sur lesquels partir pour essayer d'ouvrir la discussion, certaines perspectives, mais en vous écoutant, je pense que vous êtes autant spécialiste que moi sur la question. Donc ceci dit, moi il y aurait donc 2 éléments. Donc le premier élément que je voulais souligner, c'est, ça peut être un constat qui semble un peu banal, et c'est que sortir de l'addiction ne signifie pas toujours un arrêt total et définitif du produit. Donc ça semble un peu banal, en ce sens que c'est quelque chose qui a été en effet mis en évidence depuis les travaux notamment de Robert Castel, que quelqu'un a cité tout à l'heure, sur les sorties de la toxicomanie, donc qui date d'il y a quelques décennies, mais il n'est pas le seul à avoir mis en évidence en effet qu'il y a différentes manières de sortir d'une addiction. Et donc, malgré celle-là, je vais dire que c'est important selon moi de souligner en ce qui concerne les études sur la sortie de l'addiction, c'est parce que malgré tout, l'abstinence ou l'arrêt total et définitif reste une représentation sociale chez les personnes qui sont concernées par une situation problématique avec les produits, mais aussi pour une partie des professionnels, voire des bénévoles qui œuvrent dans le dispositif de sortie, parce qu'il y a aussi parfois des bénévoles, par exemple dans les groupes d'entraide ou dans les groupes de parole, ça reste l'abstinence totale et définitive qui est la solution idéale en quelque sorte. Donc c'est pour ça que ça me semble important de souligner que vos résultats montrent que c'est pas forcément ça, ce qui se trouve sur le terrain de cet objet-là, quoi. Comme vous l'avez observé, quand on replace la sortie dans la perspective peut-être plus large des consommations de produits psychotropes de manière générale, au cours d'une trajectoire de vie, on observe, comme vous l'avez fait, des diminutions des consommations, des augmentations d'autres parallèlement. On observe des arrêts complets ou temporaires des produits. On observe des formes de substitution ou d'automédication des produits à différents moments de la trajectoire.
Et donc, on pourrait peut-être considérer ça comme des formes de mécanismes d'ajustement ou d'adaptation des consommations et qui sont déterminés en partie par des choses que vous avez pu relever dans vos enquêtes et qui se retrouvent aussi parfois dans d'autres, comme par exemple des évolutions familiales, professionnelles dans la vie d'une personne. Ça peut aussi être des stratégies pour faire face à des situations de vulnérabilité psychique, physique, sociale, ou encore comme un moyen de sociabilité ou d'intégration dans un groupe social. Donc ce sont des variables qui, d'un point de vue sociologique, peuvent se combiner ou être pris de manière isolée dans la trajectoire des personnes, mais qui ne déterminent pas non plus les trajectoires. Et c'est pour ça que chaque trajectoire est en effet singulière, quoi. Donc, du coup, je pense que par rapport à ce que vous avez dit aujourd'hui, plutôt que d'envisager un horizon normatif d'une théorie générale autour de la sortie, il faudrait plutôt pouvoir prendre en considération tous les discours, toutes les actions, tous les liens sociaux, tous les espoirs, toutes les croyances qui permettent pour certaines personnes de cadrer leur consommation, et pour d'autres, peut-être de gérer leur abstinence si momentanément ou pour toujours. Donc, ce qui me semblait peut-être possible à faire comme constat, c'est que la sortie peut être considérée comme une catégorie d'expérience pertinente quand on analyse comment les personnes font face à une situation problématique avec des produits pour agir sur cette situation pour tenter d'en sortir. Donc, c'est une catégorie d'expérience qui est somme toute assez commune, qui peut être dans beaucoup de situations de problématiques dans lesquelles on cherche à en sortir de cette situation. Et c'est pour ça que c'est une notion qui est aussi mobilisée dans d'autres domaines ou dans d'autres contextes, comme la santé mentale, comme la précarité, la délinquance, les sans-abrisme aussi, où on utilise un peu la même notion pour parler pour parler du processus de sortie d'une situation de vulnérabilité, pour le dire un peu rapidement, quoi. Voilà. Et donc, j'avais envie là de faire un parallèle avec un sociologue qui s'appelle Marc-Henri Soulet et qui a aussi travaillé sur la question de sortie de la toxicomanie. Enfin, voilà, c'est le terme qu'il a utilisé, et qui faisait, lui, la distinction entre changer de vie et changer sa vie, comme les deux modalités en fait de sortie d'une situation problématique, on va dire, et dont changer de vie est les cas dans lesquels on cesse toute consommation et qu'on fait une véritable conversion identitaire, c'est-à-dire qu'on doit en quelque sorte devenir aussi une autre personne, on doit faire un travail sur soi pour en quelque sorte rompre de manière totale avec son passé, avec sa consommation, etc. Or, c'est peut-être une modalité de sortie qu'on trouve de moins en moins, qui a peut-être été idéalisée en effet, mais qui n'est plus celle qui est dominante dans les dispositifs de sortie, dans lesquels on va plutôt prôner une forme de subjectivation de la sortie, et où il s'agit en fait plutôt que d'arrêter toute consommation et devenir une autre personne, il s'agit plutôt de chercher une cohérence entre ce qu'on pense, ce qu'on fait et ce qu'on éprouve. Donc, ce qui demande aussi on va dire un travail considérable sur soi-même pour modifier l'image qu'on a de soi, donc ça a été aussi dit dans vos résultats, et modifier l'image qu'on a sur sa consommation. Donc, c'est quand même aussi, on va dire, un travail exigeant, réflexif, exigeant, qui repose aussi sur une prise en compte permanente des risques que présentent les différentes consommations. Donc des risques qui peuvent être sanitaires, mais à mon sens qui peuvent être aussi être des risques sociaux, d'exclusion ou d'intégration, ou des risques même juridiques en ce qui concerne peut-être des produits plus illicites, quoi. Et donc on peut aussi se demander si cette exigence de subjectivation qui finalement repose beaucoup du coup sur le travail que la personne peut faire elle-même ne crée pas ou maintient certaines inégalités sociales dans la mesure où tout le monde n'a pas forcément les mêmes ressources parce que pour pouvoir réarranger en fait son existence dans le même environnement et peut-être avec les mêmes produits demande des ressources à la fois symboliques, langagères, culturelles aussi, et qui ne sont pas distribuées de la même manière comme on le sait dans l'espace social.
Donc je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez aussi peut-être pu... je pense que vous avez tous pris en compte aussi des déterminants socio-économiques dans vos enquêtes et cela me semble en tout cas intéressant de souligner ou de ressoulever comme question dans ces contextes. Donc ça m'amène aussi peut-être au deuxième élément que je voulais souligner par rapport à vos enquêtes, c'est c'est un deuxième constat, on va dire, mais qui va avec l'autre, en fait, et qui est que sortir d'une situation problématique avec les produits signifie le plus souvent continuer à composer avec les produits, plutôt que de composer sans, en fait. Et donc, on peut donc, en quelque sorte, sans sortir des consommations. Et je me demande donc si plutôt que de concevoir les trajectoires donc sinusoïdales, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de sortie ou de déprise, donc faites de diminution, de gestion, de maîtrise d'arrêt, comme guidées tantôt par des décisions ou des motivations subjectives, ou tantôt par des bifurcations biographiques, ou tantôt par des influences extérieures comme l'entourage ou la prévention, ou les dispositifs de sortie aussi qui peuvent influencer les personnes. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt considérer que c'est la relation entre deux, je ne sais pas comment l'appeler, comme deux impulsions par rapport aux produits, qui est l'engagement et la distanciation des produits, mais qui finalement sont peut-être pas des moments qui se succèdent, mais qui cohabitent en fait presque tout le temps en permanence. Et c'est ça finalement qui guide les trajectoires, c'est le degré en fait d'engagement et de distanciation dans des consommations. Et dans ces engagements et ces distanciations, il peut y avoir des formes des compromis, c'est-à-dire qu'on peut s'engager dans une consommation régulière de cannabis et en se distanciant de la cocaïne ou l'alcool, enfin comme une emprise totale, mais peuvent aussi peut-être parfois rentrer un peu en conflit quand on peut être tiraillé entre le plaisir ou l'utilité sociale d'un produit, au même temps qu'on a conscience des dangers, des dépendances ou des dangers pour la santé que représente ce même produit. Donc en tout cas, il me semble que l'analyse, peut-être plutôt que de l'articuler autour d'une trajectoire qui serait linéaire, dont une sortie serait le but, et puis on regarde comment la personne est arrivée là, il faut peut-être articuler aussi l'analyse, enfin aussi ou plutôt autour de cette relation entre engagement et distanciation pour comprendre, enfin si on veut comprendre comment les personnes font pour agir sur leur situation problématique, si ça reste la définition que j'ai dit au début. Voilà. Donc après, on pourrait regarder qu'est-ce qui régule ces deux modalités de rapport aux produits de distanciation et d'engagement. Donc je pense qu'il y a des choses que vous avez dit, mais que je retrouve aussi dans le travail de thèse que j'ai fait sur cette trajectoire des sorties, où j'ai pu aussi observer comme des formes de compromis de l'engagement et de la distanciation, et ça fait très écho à ce que vous avez aussi soulevé, et qui se font en référence entre autres, à des logiques de hiérarchisation des risques liés aux consommations. Par exemple, pour des personnes qui ont été dépendantes à l'héroïne pendant très longtemps, boire 4 canettes de 8-6 par jour n'est pas forcément considéré comme un grand problème en soi, parce que ça, les risques de rechute dans l'héroïne seraient atténués par cet alcool. Donc les risques, même s'il y a une risque de devenir dépendant à l'alcool ou avoir des risques sanitaires en buvant une quantité qui peut paraître énorme, est moindre par rapport à la possibilité de retomber dans l'héroïne. Ou alors la cigarette a aussi été souvent représentée comme les derniers produits de plaisir qui restaient pour des personnes qui avaient été très longtemps dépendants à l'alcool ou à des drogues dures d'ailleurs. Donc pas tout le monde fumait, mais ceux qui fumaient des cigarettes gardaient en quelque sorte ce petit plaisir en faisant une sorte d'hiérarchisation des risques liés à ces produits. Puis j'ai plein d'autres exemples comme ça, ou des alcoolodépendants qui avaient été alcoolodépendants pendant des décennies, fumer un joint le soir pour se détendre était considéré comme moins grave que ce qu'ils avaient vécu pendant une trentaine d'années ou une vingtaine d'années avec l'alcool.
Et donc, c'est des formes de compromis ou des combinaisons d'engagement et de distanciation, on peut dire, même si j'ai aussi pu observer des formes de conflits, comme je disais tout à l'heure, entre être tiraillé entre les plaisirs et les risques, ou encore ressentir des formes de honte ou des secrets autour de la consommation à l'entourage, parce que ça allait à l'encontre d'un idéal de modération, etc. Et donc, il me semble que ça peut être intéressant de prendre en compte aussi, si on veut comprendre ce qui se joue dans cette trajectoire de consommation, de prendre en compte ces logiques aussi de hiérarchisation ou des dangers ou des risques, peut-être plutôt des risques d'ailleurs, et qui se font certainement aussi en fonction de certaines croyances ou certains imaginaires sociaux autour des produits. Et il m'a semblé intéressant ce que vous avez relevé par rapport au cannabis dans l'enquête de Novurk, sur le fait que le cannabis soit quelque chose qui est considéré peut-être comme moins grave. Et je sais que pour le cannabis, il a déjà été mis en évidence dans des études de l'OFDT, entre autres, qu'il bénéficie en quelque sorte d'un registre autour du naturel, autour des conditions de production locaux, etc., locales, pardon. Et je me demandais dans quelle mesure justement ces registres aussi autour de l'écologie, l'environnement, pouvaient bénéficier en plus grande partie au cannabis, au contraire peut-être du tabac qui, déjà entre autres avec la dénormalisation, etc., que vous avez déjà soulevé, mais aussi peut-être la grande industrialisation du tabac qui pourrait peut-être jouer en défaveur de cette mise à distance du risque, au contraire du cannabis. Pour l'alcool, je n'ai pas trop de données sur ça, mais je me demandais aussi si les labels écolo ou bio local autour de l'alcool pourraient être peut-être pas, parce que du coup, c'était pas l'objet de votre enquête, mais je trouve ça intéressant, cette idée parce que je pense que les mises à distance des risques ou les minimisations se font aussi autour des imaginaires sociaux qui sont eux aussi influencés par les valeurs ou les normes plus globales qui gagnent des terrains de manière un peu plus globale, quoi. Donc voilà ce que j'avais envie d'apporter aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois de m'avoir invité. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Lynn. Est-ce que vous avez des remarques, peut-être, de répliques à notre discutante ? Moi, je veux bien sur la question de l'abstinence. Oui, non, j'ai été sensible à beaucoup de choses. La question de transfert de consommation, et effectivement de distanciation, engagement, différencié en fonction des produits, et que le rapport à un produit peut engager un engagement dans l'usage d'autres produits. Je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et que là, malheureusement, on n'a pas pu approfondir sur l'alcool. Sur la question de l'alcool, il y a quelque chose à laquelle j'étais très sensible, c'est la question de l'abstinence, parce que effectivement, ce qui est extrêmement saillant, c'est des professionnels qui prônent de manière majoritaire la solution de l'abstinence, y compris dans le soin. C'est très souvent un discours qui est repris par les patients. Donc on a les patients qui disent aussi que pour eux-mêmes, la solution qui serait préférée, ce serait la solution de l'abstinence. Et c'est une solution qui est aussi promue avec un sous-bassement neurobiologique, notamment chez les médecins. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement dominant sur la question de l'alcool, peut-être moins sur les autres produits. Et en fait, effectivement, l'enquête, elle montre qu'on a justement des trajectoires qui ne se construisent pas autour de l'abstinence comme solution qui perdurerait par rapport aux autres. Et donc, de fait, on a une forme de contradiction entre ce qui est prôné et la réalité de parcours sinusoïdaux, comme on l'a dit. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est très saillant sur la question de l'alcool. Oui, Joanna ? Peut-être pour rebondir très rapidement pour la question très directe sur l'effet de ce produit pensé comme naturel du cannabis, on le voit beaucoup aussi que le fait maison du cannabis, parce qu'on a la possibilité de produire soi-même, joue énormément cette représentation d'un produit moins dangereux puisque je maîtrise ce qu'il y a. En effet, il y a un sujet ici qu'on pourrait développer ailleurs. Eh bien, voici une belle promesse d'une autre matinale. Merci à vous quatre pour cette très riche et éclairante discussion. J'aimerais juste rappeler, encore une fois, le titre de votre livre, Lynn Petersen, Expertise et addiction, les trajectoires des sorties à l'épreuve des savoirs professionnels
expérientielle, mais également que l'on peut trouver les résultats de l'enquête Tabatrage dans le numéro 162 des tendances que l'on peut consulter librement sur le site de l'EDT. Et bien entendu, les résultats des 2 autres enquêtes, Neuwirk et TUBSALCO, seront disponibles plus tard dans l'année également sur le site de l'EDT.